que j'en sais pas beaucoup plus que vous. Il faut quand même savoir que les brésilianistes sont tous trompés. Donc, les spécialistes sont faits pour ça, pour se tromper. Et je crois que personne n'avait vu venir cette crise et que donc on doit être tous assez humbles. On peut apporter des éclairages, on peut discuter, on peut voir ce qu'il y a de nouveau dans cette crise-ci par rapport aux autres. Mais je crois qu'il faut quand même dire qu'on a été surpris. Je pense que c'est l'humilité intellectuelle minimale de dire ça. Pardon ? La surprise en cette crise. Oui, tout à fait. Alors justement, on va essayer de se rattraper. Après avoir été surpris, on va essayer d'expliquer. Je dis que moi, en fait, je suis donc un Français, observateur sympathique du Brésil depuis longtemps. J'ai même fait le sacrifice d'épouser une Brésilienne pour me rapprocher du pays que j'étudie. Un sacrifice assez acceptable. Et que je parle avec prudence. Je crois j'imagine qu'il y a pas mal de Brésiliens dans la salle. Donc, prenez ça pour nous quatre, pour une réflexion devant un pays qui nous intéresse et qu'on essaie de comprendre. Et je vais commencer par poser une question. Qui dans cette salle est allé, c'est peut-être beaucoup demandé, ou connaît San José Ribamar? Oui. 1. Catalan. 2. Marabá, c'est plus facile. Lémen. 3. Eh bien, ce sont toutes des villes où il y a eu des manifestations importantes ces derniers jours sur le gouvernement, alors que jamais il y avait une manifestation de masse dans ces villes. Donc un des éléments nouveaux cette fois-ci, c'est que ça a touché non seulement les grandes métropoles, mais des tas de petites villes où des gens sont sortis dans la rue pour manifester contre le gouvernement. Je dis depuis des années que mes deux vœux principaux seraient que les Français râlent un peu moins et les Brésiliens un peu plus. Ben, j'ai été satisfait sur la moitié déjà. J'attends avec impatience la deuxième. Bon, alors, cela dit quand même, il faut, une fois qu'on dit qu'on a été surpris, il faut réfléchir et voir s'il y a des précédents. Eh bien, il y en a. Les grands mouvements de masse au Brésil sont rares, mais ils arrivent quand même à peu près tous les 10 ans. Si vous regardez les grands mouvements populaires après la dictature, évidemment, pendant les années de la dictature, 64, 85, il ne s'est pas passé grand-chose, mais déjà en 82, le mouvement des diretas já, c'est-à-dire on veut des élections directes tout de suite, avait fait descendre des milliers de gens dans les rues, et ils n'avaient pas obtenu satisfaction tout de suite, mais ça a bien contribué à aider la redémocratisation. En 92, c'est des mouvements de masse qui ont fait accélérer rapidement, enfin beaucoup accélérer la chute du président Collor. Donc 82, 92 et 2002. En 2002, il y a eu l'élection de Lula, donc ça a été un peu une année où il y avait les gens qui avaient envie de bouger, on a le sentiment d'avoir obtenu. Et donc logiquement, en 2012, si on fait tous les 10 ans, on pouvait s'attendre. Alors je ne vais pas tomber dans la numérologie et dans les explications cycliques, mais quand même, quand on dit qu'il n'y a jamais de manifestation de masse au Brésil, c'est vrai de temps en temps. Alors ce qu'il y a de nouveau cette fois-ci, je crois, j'ai mal choisi mon année pour être en France, je suis au Brésil depuis près de 10 ans, et donc je ne suis pas là pour voir, mais j'ai quand même beaucoup téléphoné, beaucoup regardé, beaucoup skypé, et surtout, ce qui m'a frappé avant que je quitte, depuis les 2-3 dernières années, il y a un mot. Ceux d'entre vous qui sont brésiliens et connaissent le Brésil, je pense, confirmeront qu'on entend tout le temps, c'est « imaginez la Copa ». Imaginez ce que ça va donner au moment de la Coupe du Monde, parce que les désordres habituels, le chaos, la corruption, la précarité des infrastructures risquent de se révéler en pleine lumière dans les aéroports, partout ailleurs. Et beaucoup de gens étaient inquiets en disant le génie brésilien est plutôt dans l'improvisation de dernière minute que dans la programmation à long terme, mais là on est vraiment aux limites. Et effectivement, c'est plus que précaire sur beaucoup de cas. Alors les gens ne s'en surprennent pas, puisque le remède habituel c'est de dire, puisqu'on n'a pas pu programmer à temps, puisqu'on est en retard sur les chantiers, faisons des contrats sans appel d'offres, et donc les entreprises effectivement mettent les bouchées doubles, sauf que c'est plus le même tarif. Et c'est de notoriété publique, c'est une des sources principales de la corruption. Les entreprises, je ne dis pas qu'elles sabotent, mais en tout cas elles laissent prendre du retard, et après on leur passe des marchés de gré à gré, où il y a de colossales dessous de table. Tout le monde savait, tout le monde s'attendait à ce que se produise pour la coupe, et ça va sans doute se produire. Je crois que beaucoup de gens ne l'ont pas supporté. Si vous regardez les slogans dans les manifestations, c'est toujours un parallèle entre l'argent qui va être mis dans la coupe, ce que les gens étaient prêts à accepter, mais qui risque de manquer ailleurs. Donc ça, c'est une inquiétude, la corruption, l'explosion s'est produite sur quoi? Si vous regardez bien, on sentait monter ce mécontentement, on ne sera pas surpris. Par contre, l'explosion, personne n'avait prévu, s'est faite au départ
sur les augmentations très limitées des tarifs des transports, en particulier à São Paulo. Et dans les premiers temps, les autorités ont traité ça par le mépris, c'est une très mauvaise idée, en disant qu'une augmentation de 20 centimes, ils ne vont pas faire un fromage avec ça. Équivalent brésilien, puisque le fromage intervient peu au Brésil. Et en fait, si on calcule bien, d'abord, le maire actuel, Haddad, avait été élu en promettant réduire les tarifs des transports, or ils augmentent, très très mauvaise idée, et visiblement, les gens qui dirigent la ville, l'État et le pays ont oublié ce que c'est qu'un budget populaire. Et 20 centimes dans chaque sens tous les jours, au bout de la semaine, au bout du mois, ça fait beaucoup d'argent, surtout pour un transport très mauvais, très précaire. Il est très fréquent à São Paulo que les gens fassent 2 heures de transport dans chaque sens, dans des conditions épouvantables. Et donc ça a été vraiment la goutte d'eau, et je ne suis pas surpris que l'explosion se soit produite là-dessus. Je ne l'ai pas vu venir, comme je l'ai déjà dit, mais ça me surprend rétrospectivement pas tellement. Donc je crois que c'est un complexe de choses, c'est le mal-vivre, l'absence des infrastructures, aussi un sentiment que vraiment cette fois-ci ça va être bon. Donc tout ça bout à bout fait plus la frustration qu'a mentionné Pierre. Effectivement, un nombre incroyable de gens ont commencé maintenant à faire des études grâce au programme ProUni, grâce au fait que dans le gouvernement Lula il y a 34 universités fédérales créées. Donc beaucoup de gens, au prix de pas mal de sacrifices, souvent en travaillant le soir, font des études et commencent à plus vraiment supporter ce Brésil politiquement et archaïque avec des élites qui les méprisent. Donc tout ça contribue. Autre chose nouvelle, et j'en terminerai là-dessus, enfin, pour pouvoir en discuter après avec vous, la surprise a été d'autant plus grande pour nous et surtout pour les autorités qui ont pris ça en pleine figure, c'est que tout ça s'est organisé extrêmement rapidement, de façon très capillaire, comme je l'ai signalé tout à l'heure. Il n'y a pas besoin de chercher loin l'explication, ce sont les réseaux sociaux. C'est une espèce de gigantesque flash mob qui s'est produite d'un bout à l'autre du Brésil, puisque l'usage des réseaux sociaux, il y avait eu Orkut, qui était un réseau mondial dont pas grand monde a parlé, puisqu'il a été pratiquement squatté par les Brésiliens. Il y avait même des communautés sur le thème « Il y a trop de Brésiliens sur Orkut ». Et du coup, quand Facebook a pris la place, et Twitter après, les jeunes Brésiliens en particulier, mes étudiants, je les vois très régulièrement communiquer là-dessus, ont pris l'habitude de ça, et c'est ça qui a permis de monter très rapidement des manifestations aux 4 coins du pays en quelques heures, et ça a pris tout le monde absolument à contre-pied. La police a du mal à se mobiliser, bon, elle est très forte, comme on l'a vu hier soir, il y a eu 9 morts dans une favela, mais j'en parlais tout à l'heure avec Stéphane Moncler, plusieurs morts dans une favela, ça arrive toutes les semaines. C'est simplement, les journalistes jusqu'à présent ne faisaient pas attention, c'est des faits de série. Ça a été plus brutal que d'habitude encore, puisqu'il y a eu, ça a dégénéré en fin de manifestation, ce qu'on connaît bien en France, mais apparemment, comme c'est un peu nouveau de manifester dans les rues au Brésil, les organisateurs ont moins de technique et la police aussi. Et donc tout ça fait quelque chose de nouveau, une volatilité beaucoup plus grande, une mobilisation très grande, une mobilisation très capillaire, sur un fond qui, culturellement, a moins changé qu'on ne pense. Je viens de l'histoire, vous êtes géographe, et j'ai quand même en mémoire quelques classiques comme Gilberto Freire ou Buarque de Hollande qui parlent de la cordialité, l'homme cordial. Et c'est vrai que le style au Brésil, des relations interpersonnelles, familiales, interpersonnelles, de groupe et même politiques, sont plutôt au consensus qu'à l'affrontement. Le grand talent qu'on reconnaît à un politicien brésilien, c'est toujours qu'il sait articular, c'est-à-dire monter des compromis, monter des alliances qui pour nous sont contre nature. Il y a des politistes français ont du mal, hein, par Stéphane peut-être, à comprendre comment on arrive à faire des alliances qui pour nous paraissent très étranges, qui peuvent être le contraire d'un endroit à l'autre entre les mêmes partis, etc. Mais c'est quand même, je crois, fondamentalement l'idée qu'on ne cherche pas l'affrontement, on cherche le consensus, d'une part. Et d'autre part, quand on arrive au bout du consensus, c'est l'explosion. Donc c'est à la fois un pays où il y a des relations cordiales, très, très cordiales entre les personnes, des articulations, etc. Et puis de temps en temps, une explosion. Alors c'est très fréquent dans le monde que je connais mieux, c'est-à-dire le monde rural, où il y a énormément d'assassinats pour la terre. C'est vrai aussi dans les villes, où il y a beaucoup de criminalité, comme vous savez. Donc on bascule souvent de ça. C'est pas beaucoup un pays de réforme lente et graduelle, c'est plutôt, et ça c'est aussi ça rapproche un peu de la France, c'est plutôt de temps en temps une révolution. On n'en est pas là pour l'instant, on en est à des explosions et à des manifestations fortes, mais qui, je crois, sont nouvelles par leur diffusion, nouvelles par les méthodes, mais qui rejoignent quand même des choses qui viennent de loin dans l'histoire brésilienne. J'ai pas du tout